fonctionnel nous a rendu un grand service. Les ostéopathes ne prenaient pas tellement au sérieux ce qui se passait localement au niveau du bras. Tout était réglé en fonction de la colonne. Donc il y avait au fond très peu de choses. Mais maintenant, elle a poussé très loin ses recherches à ce niveau, parce que c'est une articulation assez embêtante. Ça dépend d'une bonne synergie musculaire, beaucoup plus que de ligaments et tout le reste, comme c'est le cas pour d'autres articulations. De sorte qu'on a des problèmes de rééducation là, très embêtants, qu'on n'a pas ailleurs. Je crois que la chose la plus importante comme elle a trouvé, c'était en cherchant à répondre à la question pourquoi la glène a la forme d'une poire. Il a pensé qu'elle devrait avoir une raison physiologique. Autrement, on aurait eu une glénoïde aussi arrondie que le cotyloïde de la hanche avec lequel on compare souvent l'épaule, bien que le mécanisme est totalement différent. Alors lui, il a compris que cette forme-là, c'était pour permettre un glissement en bas et en arrière de la tête de l'humérus sur la glène qu'on en fait les mouvements. Vous pouvez le constater vous-même, si vous faites une abduction, si vous mettez un doigt au niveau de l'acromion et vous levez là le bras, à la fin du mouvement, il y a le vide, il y a un trou qui se forme. Ça veut dire que pour arriver là, l'humérus a glissé vers le bas. Et si vous le mettez devant avec une antipulsion, vous verrez exactement la même chose. À un certain moment, l'humérus disparaît. Que beaucoup de nos problèmes de rééducation venaient du fait que, pour une raison ou une autre, ce glissement n'était pas possible quand on faisait des mouvements actifs. On avait la douleur en conséquence parce que ça coinçait. Donc la première chose à faire, c'était de refaire ce glissement avant de faire quoi que ce soit d'autre au niveau de cette articulation. Est-ce que vous saviez que dans une épaule normale, vous pouvez séparer l'humérus de la glène de 2,5 cm? Il y a une telle ouverture de mouvement possible. Hein? 2,5 cm. Ça veut dire que la capsule est extrêmement lâche et souvent ce qu'on prend pour limitation articulaire vient du fait que la capsule, due à un épanchement quelconque, est soudée ensemble parce qu'il fait des plis comme un accordéon dessous. Et ces plis se collent ensemble. Et c'est ça qui limite le mouvement. C'est pas l'articulation. D'où la nécessité d'utiliser un massage profond pour donner la souplesse à la capsule d'abord. Souvent, parce que la musculature est démolie par manque d'emploi, la personne est rentrée à la maison et doit aller au supermarché prendre des provisions et qui cherche à porter le cabas avec ce bras-là. Le poids est trop fort pour la musculature, de sorte que la tête descend tout seul. Et puis c'est en forme de poire avec une partie plus étroite en bas, ça frotte sur le banc et ça provoque une névralgie. Et beaucoup de gens pensent que ça vient d'ailleurs et pas simplement mécaniquement du fait que l'humérus est trop bas. Donc dans certains cas, il suffit de le remonter tel que vous venez de faire et de faire porter une écharpe entre des sessions de gymnastique pour éviter que ça redescende tout le temps. Donc, si vous avez besoin de moyens plus forts parce qu'il y a des adhérences,
c'est pas toujours possible de le faire sans narcose, à cause de la douleur. Mais il y a des cas où c'est pas trop, et vous pouvez le faire sans narcose. La chose principale, c'est de ne pas vouloir tout libérer à la fois, comme trop de médecins le font. On vous fixe l'omoplate et on fait une antipulsion comme ça, n'est-ce pas? D'un coup, on arrache tout. Et après ça, on croit que ça doit aller mieux. Et c'est juste le contraire qui est le cas, parce que si la personne a trop mal pour faire des mouvements pour maintenir ce qui était gagné de cette manière violente, eh bien les adhérences se forment de plus belle. Et c'est pire que si vous n'avez rien fait. Et c'est pour cette raison que les mauvaises manipulations de l'épaule avaient eu une mauvaise presse. Simplement parce qu'on ne respectait pas la physiologie de cette articulation. Donc il fallait libérer d'abord ces glissements avant de vouloir forcer un mouvement actif, passif. Ce qu'on cherche à faire, au fond, c'est faire de sorte que la tête passe en haut, en bas, en arrière et même en avant, dans un premier temps. Vous le faire passer en haut, c'est très facile. Vous fixez l'omoplate avec le talon, décidément, je ne vais plus parler, le talon de votre main. Oh. Et vous exercez une pression à travers le coude en direction de votre main. L'angle de poussée n'a pas d'importance, donc vous n'avez pas besoin d'arriver à la verticale pour le faire. Vous pouvez pousser depuis là, si la personne n'arrive pas encore à une antipulsion. Mais l'idée au fond, c'est d'exercer une pression avec votre tronc jusqu'à la limite de vos possibilités et sans lâcher vos tensions. Donnez un petit coup de plus à la fin pour pousser la tête en haut. Pour le descendre, au fond, naturellement, c'est une question de traction. Vous mettez une main le plus haut possible dans l'aisselle, de sorte que le talon de votre main fixe l'omoplate. Et à partir de cette position-là, c'est la rotation de votre tronc qui vous permet de tirer. Il y a des cas, évidemment, où le blocage est tel que vous ne pouvez pas le faire de cette manière-là. Donc, vous pouvez utiliser votre pied. Surtout le talon. C'est le talon de votre pied qui va fixer l'omoplate. Donc, il ne faut pas faire une pression sur le grand pectoral, mais surtout avec votre talon contre le bord de l'omoplate. Alors, dans cette position, naturellement, vous avez une force de traction considérable. Alors, il ne faut pas abuser de votre force. Il faut sentir ce que vous faites et pas aller trop loin. Donc, il suffit, en prenant plus haut que cubitus et radius pour ne pas tirer inutilement sur le poignet, vous allez vous pencher en arrière pour faire votre traction. Si vous êtes athlétique, vous pouvez même, comme vous avez fait pour la hanche, augmenter un petit peu l'abduction en sautant sur votre pied pour faire la traction dans différents angles. On y va, celui-là me chicane là.
Donc vous pouvez commencer ici, traction, ainsi de suite. Vous pouvez même aussi faire des circonductions dans les deux sens, sous traction. L'autre position, c'est de mettre le coude sur votre épaule. Ça sera un point d'appui. Vous avez une main le plus haut possible dans l'aisselle, l'autre à l'extérieur, vous mettez une main sur l'autre. Il ne faut pas entrelacer les doigts pour le faire, comme on aurait tendance à faire, parce que c'est une pression très désagréable. Donc, une main sur l'autre. Alors, dans un premier temps, le coude sur votre épaule, c'est le point fixe, et vous allez tirer l'humérus vers le bas, aussi loin que vous pouvez. Et vous maintenez cette position. Et c'est à ce moment-là où votre épaule va agir activement avec un brusque mouvement jusqu'à la verticale. Pas plus loin. Donc, pression sur l'épaule, fixe et rond. Donc, il faut apprendre à vous lever très vite, comme ça. La vitesse du mouvement est très importante. C'est comme dans les manipulations, c'est court et sec. Une adhérence ne se libère pas si vous tirez dessus. Ça tiraille, ça fait mal, mais rien n'est changé. Il faut un mouvement très comme ça. Vous pouvez aussi utiliser la même technique pour gagner. Là, en mettant le coude sur l'autre épaule, vous avez de nouveau les deux mains le plus haut possible sur l'humérus. Vous allez tirer de nouveau en bas, le plus loin que vous pouvez, et ensuite de nouveau jusqu'à la verticale, mais dans ce sens-là. Donc, le mouvement pour pousser l'humérus en arrière sur la glène, qui était un des mouvements les plus importants à libérer, c'est très facile. Il est utile quelquefois de mettre sous l'omoplate un petit pas comme ça pour que l'humérus soit dégagé du banc quand vous exercez une pression vers le bas. Position neutre du bras, vous saisissez l'avant-bras, vous pouvez le mettre dans différents degrés d'antipulsion, ce n'est pas important. Tout dépend de ce que votre patient est capable de faire. Et avec le talon de votre main, vous allez prendre l'humérus le plus haut possible. Alors là aussi, il y a quelquefois un problème de sensibilité à la pression, de sorte que ça vaut la peine d'avoir le petit mouchoir entre deux. Alors cette main ici qui tient le bras vers le coude reste fixe. Vous exercez une pression de haut en bas avec votre tronc en direction de la table, plus loin que vous pouvez aller, et sans lâcher la tension. Le petit coup en arrière. Ça va? C'est simple, mais il faut y penser. C'est très très important ce petit geste. Et vous verrez, après l'avoir fait, vous aurez tout de suite gagné un petit peu en antipulsion. Et même en rotation. Pas toujours toutes, surtout s'il y a des adhérences. S'il y a des adhérences, il faut quelques mouvements possibles pour la clavicule. Les problèmes plus courants, naturellement, c'est le bout acromial qui est impliqué.
il y a des problèmes de rotation, où il est surélevé, où il est trop bas ou trop en avant, etc. Alors nous cherchons à rétablir la situation normale par nos moyens mécaniques. Donc c'est très facile, il n'y a pas de choses extraordinaires, mais par exemple si le clavicule est trop antérieur, il suffit de créer une traction au niveau du bras. Vous mettez le ténor sur la clavicule, le plus près de l'acromion possible, et par là, vous faites une antépulsion du bras. Si vous avez le déplacement qui, dans un état chronique, c'est la touche de piano, hein, où c'est constamment trop haut, évidemment la touche du piano, vous ne pouvez pas changer, mais vous pouvez avoir cette position sans cela. Il y a le même principe, il y a toujours la traction au niveau du bras, mais cette fois vous allez mettre votre ténor par-dessus le clavicule. Et vous allez mettre le bras sous traction en abduction, avec la contre-pression sur la clavicule vers le bas. Les déplacements de la clavicule peuvent aussi être liés à ce mouvement de rotation qui accompagne un mouvement d'antépulsion ou de rétropulsion du bras. La clavicule fait ça pour accompagner ce mouvement. Alors nous utilisons ce fait, par exemple, de bloquer le mouvement normal de rotation de l'omoplate en mettant, disons, le pisiforme derrière l'omoplate, derrière la clavicule, dans le tiers latéral, acromial, la clavicule. Et en passant d'ici, vous faites un mouvement de rétropulsion complète. Vous pouvez utiliser vos doigts que vous mettez sous la clavicule. Et en partant d'ici, vous faites un mouvement d'antépulsion complète. Et vous bloquez les clavicules avec vos doigts. Vous l'empêchez de faire ce mouvement. Il y en a qui font le mouvement de va-et-vient pour les deux sens. Mais il faut aller jusqu'au bout du mouvement, il ne faut pas ça qu'on fait ici, comme ça. Il faut aller vraiment jusqu'à la limite. Donc, avec les doigts dessous ou avec le pisiforme derrière. Pour les problèmes côté sternal, généralement, c'est parce que le bout de la clavicule se lève. Donc on est obligé de le descendre à ce bout, ici. Et c'est mieux de passer votre main devant pour prendre l'assise qui n'est pas très agréable, on est sensible là. Hein. Mais vous arrivez mieux de cette manière que de prendre de ce côté. Hein. Alors aussi vous pouvez faire ce mouvement d'antépulsion, rétropulsion, quand le problème est sternal, mais là, vous poussez vers le bas tout le temps. Commencez par là et vous faites jusqu'en arrière et jusqu'en avant. Mennel a aussi attiré l'attention sur notre façon de faire certains mouvements plus classiques, par exemple la rotation externe. Au niveau de l'épaule, c'est un mouvement très délicat à cause de la fragilité du coude. Et il a introduit un mouvement où tout se fait au fond au niveau du bras plutôt que le coude. Il va glisser, comme nous avons fait par exemple pour la rotation de la nuque en poussant. Alors si on pousse dans la musculature du bras, laissez aller là.
vers le dedans, vous arrivez à faire le mouvement de rotation. Et si vous gardez le bras le plus près du tronc possible, eh bien, c'est une véritable rotation qui a lieu, ce n'est pas un semblant, ce qui est souvent le cas. On croit qu'on a plus de rotation que ce qui est vraiment le cas. Et une autre façon de gagner en rotation, vous demandez à vos patients de mettre sa main avec le dos de la main contre le dos le plus haut possible. Alors il suffit de décaler ou décoller le bras de là et de le poser plus vite, plus haut comme ça, et vous avez déjà gagné. Mais c'est, ça fait mal. Mais c'est un moyen de gagner un petit peu. Il est utile de faire des mouvements de circonduction dans les deux sens, le plus globalement possible à la fin pour être sûr que tout est en ordre. Si vous voulez coucher sur le dos, on va montrer. On commence ici et on le tour. Et après ça, on va dans l'autre sens. Oups, il avait certains petits trucs. Si vous voulez vous asseoir, on prend les jambes là. Pour savoir par exemple si le long chef du biceps est en relation avec le problème de l'épaule, vous avez un moyen? Avec maintenant, vous prenez les deux bras, c'est toujours mieux de prendre les deux. Alors de là, vous apportez au fond une supination de l'avant-bras, une rotation externe, hein, des deux côtés, comme ça. Et si ça augmente la douleur, bon, c'est le biceps qui est en jeu. Bien souvent, il y a des petites adhérences postérieures dans l'articulation de l'épaule qui gênent encore, même si on a tout libéré. Et une façon de le libérer, c'est de demander à votre patient de mettre les mains derrière la nuque. S'il y a des adhérences, il n'arrive pas à coucher les bras là, n'est-ce pas? Donc ce qu'il faut faire, c'est de prendre le plus près de l'aisselle possible et faire ça. Donc il ne faut pas oublier les mouvements que nous avons faits pour la région scapulaire pendant qu'on traitait la colonne, hein, parce que tout ça est très important pour cette région. Décoller l'omoplate, n'est-ce pas, la cage thoracique et toutes ces choses-là, et les mouvements globaux pour les pectoraux du coude. D'abord, c'est une articulation très délicate. Et la plupart des problèmes, comme j'avais signalé hier, viennent du radius, dans le ligament rond. Donc, il a assez de liberté de mouvement pour se déplacer. Alors, on peut peut-être refaire ce qu'on fait pour l'épicondylite, soi-disant, si c'est mécanique. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer la tête du radius. Vous allez mettre le pouce là contre, derrière, parce que vous voulez l'antérioriser. Donc, une fois que vous avez le contact avec le pouce, alors vous mettez l'avant-bras en supination complète et le coude en extension. Et à partir de ce moment-là, il suffit de pousser contre la tête du radius et ça passe. Mais, comme je dis, dans la pratique, souvent, c'est tellement douloureux que on ne vous permet pas de faire ça. Alors, comment ça? Hein? Donc, il faut trouver un autre moyen. Alors, vous gardez le coude fléchi, vous faites une pronation complète, flexion complète du poignet en même temps. Donc, vous tenez comme ça.
Dans cette position-là, vous mettez seulement le talon de la main au niveau de la tête du radius. Et vous êtes là comme si vous étiez en train de voir si l'extension va bien. C'est surtout pour savoir que vous poussez dans la bonne direction. Hein? Une fois que vous l'avez, vous allez plus loin, tout d'un coup, très sec et ça passe. Dans le cas opposé à cela, là où le radius est trop en avant, vous avez un mouvement qui ressemble à ce que nous avons déjà fait. Où c'était? Au niveau du péroné. Ça, c'est le creux poplité. Vous allez glisser votre poignet dedans avec une supination de l'avant-bras, vous fléchissez. Et pour ramener la radius contre votre poignet, vous faites la pronation. Vous maintenez cette tension et vous tirez tout d'un coup contre la radius vers vous-même. Donc ça, c'est un peu la musculature. Flexion, pronation et hop. Si vous devez le remonter, vous pouvez le faire dans cette position ou dans la position couchée. Mais dans cette position-là, il faut que votre pression soit à travers le ténard de votre patient. Donc vous réunissez vos deux ténards comme ça pour pouvoir pousser dans l'axe du radius vers le haut. Hein. Avec l'autre main, vous pouvez le mettre comme ça pour bloquer. Alors il suffit de pousser. Et ensuite plus loin, après avoir atteint la tension. Ou vous avez des personnes couchées. Couchées, vous poussez l'avant-bras en direction du banc. Mais toujours avec cette prise-là, verticalement. Si vous voulez le descendre, il y a une forme de traction que nous faisons. Vous utilisez la main toujours comme ceci, avec le coude à angle droit, comme prise. Alors ici, il faut faire, je ne sais jamais comment l'expliquer exactement, il y a un petit peu de flexion et de latéroflexion. Et c'est dans cet angle-là, avec le tronc, qu'on tire. Si vous faites avec le poignet en position neutre, eh bien vous faites une traction au niveau du poignet simplement. Donc là, ça empêche le mouvement d'avoir lieu à ce niveau. Il y a aussi au niveau du coude un mouvement latéral qui doit se trouver au niveau du genou, et qui est toujours très marqué quand l'articulation est fléchie. Alors il est utile de faire ce mouvement de va-et-vient. Je ne vais pas comme il faut, mais c'est seulement que vous voyez le mouvement, jusqu'à l'extension. Et à partir de ce moment-là, vous faites un mouvement contraire à l'angle porteur, de sorte que vous forcez dans le crâne, dans la fossette ici, vous êtes sûr que vous êtes arrivé à une véritable extension complète. Donc normalement, on le fait en tenant le bras contre soi. On a les deux mains qui tiennent chaque partie de l'articulation. Et vous faites ce mouvement de va-et-vient en allant vers l'extension et ensuite, tac. Vous pouvez exercer une traction. Vous pouvez faire des prosupinations en traction. Donc, vous mettez le coude à angle droit pour commencer. Et au lieu de faire comme ceci, comme on voit la plupart du temps, mettez votre main ainsi. C'est une prise beaucoup plus juste pour le genre de mouvement. Alors, si vous tenez entre pouce et l'index très près du radius et du cubitus, évidemment, vous travaillez sur
l'articulation du poignet. Mais si vous prenez plus loin sur le carpe, vous arrivez avec cette traction à les distendre au fond. Parce que vous ne pouvez pas travailler les os du carpe comme on a fait pour le tarse. C'est une question globale. Mais c'est vraiment comme s'ils sont sur des élastiques, de sorte que quand vous lâchez votre traction, en prenant le plus haut possible, ils ont l'air de retrouver leur bonne place. Ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Quelqu'un m'a dit, c'était le médecin qui venait avec après une année de soins sans résultat. Et je faisais cette traction. Et c'était fini. Alors il ne voulait pas croire. C'est d'ailleurs attendre tout ce temps quand il y a un bête petit mouvement de quelques secondes. Mais c'est comme ça, hein. Donc vous faites cette traction des deux niveaux, plus haut pour agir sur le poignet, et en prenant plus haut pour agir sur le carpe. Au niveau du poignet, il y a un mouvement antéro-postérieur qui est utile, qui est un petit peu en oblique. Donc vous prenez le carpe avec une main, vous gardez ça contre vous-même, et avec l'autre main, vous allez exercer une pression en oblique vers le bas, comme ceci, et vous tirez en oblique vers le haut. Vous pouvez aussi, si vous fixez cette main-là, faire le mouvement inverse, là, et en oblique. Vous avez aussi le mouvement latéral, en partant de position neutre. Allez le plus loin que vous pouvez, un petit peu plus loin. Allez aussi loin que vous pouvez, et ensuite un petit peu plus loin. Il est aussi quelquefois utile en stabilisant à différents niveaux, soit au niveau poignet, ensuite plus bas vers le carpe, de faire un mouvement de va-et-vient comme ceci. Vous limitez l'étendue du mouvement avec vos doigts et vos pouces, hein, pour que ce ne soit pas trop. Un autre moyen de travailler sur le carpe, c'est par une pression du côté palmaire et du côté dorsal. Vous êtes plus bas du côté palmaire et du côté dorsal. Vous mettez les deux ténards là et vous rejoignez vos doigts. Et si vous êtes à la bonne position, la pression que vous faites là, non, laissez-vous aller là, voilà. Ça fait sauter les doigts. Hein? C'est là où vous savez que vous êtes au bon niveau. Il est possible aussi de forcer la flexion à différents niveaux en utilisant votre ténard pour fixer et vous fléchissez par-dessus. Donc vous pouvez prendre très haut au niveau du carpe et descendre plus bas pour arriver finalement au niveau du poignet. Si vous voulez travailler l'extension et la flexion, vous ne pouvez pas le forcer trop. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais le moyen que nous apprenons, vous avez vos pouces et vos index au niveau de l'interligne au fond. Et si vous voulez forcer la flexion,
Vous commencez avec une légère extension, ou flexion dorsale si vous voulez, comme ceci. Et en maintenant cette traction, vous allez vers le haut, là. Si vous voulez forcer l'extension, vous commencez ici en haut. Et avec la traction, vous allez là. Et vous pouvez enfin faire le mouvement antéro-postérieur du cubitus sur le radius, parce que vous devriez le faire radius sur cubitus, mais ce n'est pas possible de tenir de cette manière, donc vous devriez inverser le processus. Donc vous bloquez le radius et vous faites le mouvement antéro-postérieur sur le cubitus. Pour les doigts, vous pouvez exercer d'abord des tractions très utiles à faire. Et la meilleure prise au fond, c'est de passer votre index entre le pouce et l'index de votre patient pour saisir la main comme ça. Vous allez tenir la main contre vous pour stabiliser. Vous n'avez pas besoin de mettre les doigts en extension avant de tirer. Et quand vous saisissez le doigt, il ne faut pas utiliser le pouce pour pincer. Vous prenez avec vos doigts. C'est comme avec le golf, quand vous tenez la canne. Les pouces ne jouent pas devant, là. Vous tenez avec les doigts. Donc ce n'est pas question de pincer. Vous utilisez le pouce au fond de vous rendre compte de ce qui se passe. Point de vue. Traction. Alors vous faites vos tractions depuis l'épaule, lentement. Et vous faites ça sur chaque doigt. Si vos doigts ne glissent pas, vous pouvez prendre le doigt plus près de son extrémité pour faire une traction aussi vers ces petites articulations des doigts. C'est aussi possible. Mais généralement, il faut prendre le petit mouchoir pour ne pas glisser. Après cela, vous faites le mouvement antéro-postérieur que vous avez vu sur le gros orteil. Donc vous fixez le haut en bas le métacarpien, vous prenez le doigt le plus près de l'articulation possible, et c'est le nouveau mouvement en arc de cercle que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'exercer une traction, vous allez plutôt vous rapprocher en allant vers le haut et en éloignant, comme ceci. Vous prenez chaque doigt la même chose. Et ensuite, vous avez le mouvement latéral que vous avez aussi fait. Donc, vous prenez le plus haut possible et depuis la position neutre, vous ouvrez d'un côté. Vous revenez à la position neutre et vous ouvrez de l'autre. Vous faites ça pour chaque doigt. Vous répétez le mouvement une ou deux fois. Et enfin, la troisième manœuvre, c'est ce mouvement de rotation qui est surtout pour les ligaments au fond, comme vous avez dit.
Les mouvements latéraux sont très utiles pour les petites articulations des phalanges. Vous pouvez même là faire le mouvement antéro-postérieur. Et celui du bout, ça c'est aussi une question de latéralité surtout. Donc tous ces petits mouvements doivent être libres